Bonjour à tous, bienvenue dans cette permanence virtuelle. Je vais encore attendre quelques instants que ceux qui souhaitent se joindre à nous puissent le faire. Voilà, je vous avais donné rendez-vous en ce samedi 1er septembre à 10 h du matin, heure de Paris. Voilà, chose faite et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver et je vous attends les uns et les autres. Alors, j'espère. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Voilà, est-ce que vous êtes tous bien là? Je sais que je suis en direct. Facebook a la gentillesse de me l'indiquer. Et donc, il est 10 h passées de 1 minute. Et j'espère que je vais pouvoir vous retrouver. Alors, je vois des personnes qui commencent à se connecter. Donc, j'espère que ça va fonctionner comme je le souhaite. Bienvenue à tous, encore une fois, dans ce Facebook Live, cette télépermanence du mois de septembre, reprise de notre communication après la coupure estivale. Très contente de vous retrouver. Je vous ai annoncé cette permanence il y a déjà une semaine. Et donc, ce sera comme la précédente année scolaire passée, tous les premiers samedis du mois. Tous les premiers samedis du mois, à un horaire qui pourra être variable en fonction de l'endroit où je me trouverai dans le monde. Je sais aussi qu'on a quelques personnes qui souhaitent se joindre à nous et qui ne sont pas sur la 11e circonscription, donc pour qui les horaires ne sont pas forcément faciles, et je les accueille bien volontiers. J'ai beaucoup d'informations à partager avec vous tous. Voilà, je vous ai annoncé qu'aujourd'hui, je voulais aborder deux choses. Le premier, c'est le rapport qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères, la direction des Français à l'étranger, sur la communauté française dans le monde. Tous les ans, à peu près à cette époque-ci de l'année, il publie un rapport. Et je voulais vous en parler et vous donner les informations, notamment les changements par rapport à l'année dernière. Et puis, je voudrais vous parler par ailleurs de ce que j'ai pu recueillir comme information à travers la grande consultation citoyenne que j'ai faite l'année dernière, pardonnez-moi, je parle en année scolaire, en avril dernier, dans le cadre de la mission que m'a confiée le Premier ministre sur les Français à l'étranger. Et ça me permet également de vous dire que cette mission est donc terminée et je remets officiellement le rapport au Premier ministre mercredi 11 septembre au soir, après quoi le rapport sera disponible et je communiquerai largement sur les conclusions et les pistes que je propose pour pas améliorer, mais en tout cas s'y améliorer quand même, là, au moins, au minimum, la compréhension que l'État français, la France, les Français d'une façon générale, la compréhension qu'ils peuvent avoir de ce que sont les Français dans le monde. Parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, on n'est pas toujours très bien connu, on n'est pas toujours très bien perçu. Et je pense que là, il y a une marge de progression importante et c'est vraiment, je vous l'avais dit dès le départ, dès l'année dernière, je souhaite vraiment améliorer cette image, faire progresser la compréhension de ce que sont les Français dans le monde. Et qu'on cesse de se cantonner au simple cliché, nous sommes des atouts, nous sommes des ambassadeurs, bah oui c'est bien, mais je pense qu'on peut aller au-delà de ça, et il me semble, et que nous avons tout intérêt à utiliser justement les atouts que nous pouvons être et pas seulement le dire. Alors, il est maintenant 10 h passées de 4 minutes et je vais donc commencer par vous parler de ce rapport sur les Français établis hors de France. Alors, ce rapport qui a donc été fait par le ministère, il est fait tous les ans. Donc déjà, on est plus nombreux. On est plus nombreux hors de France. L'année passée, en 2017, on était 1,7 million.
Nous sommes maintenant 1,8 million, un peu plus d'1,7 million. Hein. Maintenant, nous sommes 1,8 million, un petit peu plus, inscrits officiellement au registre. Sachant que ça va dépendre des pays. Il y a des pays où on a jusqu'à 30% de la communauté qui n'est pas inscrite. Et puis des pays où, dès lors qu'il y a un risque sécuritaire, tous les Français sont inscrits. Donc il y a une hausse entre l'année dernière et cette année. La hausse n'est pas considérable, elle est même moindre que les années passées. Mais enfin, c'est une hausse de plus de 2%, ce qui est quand même significatif. On est environ 40 000 de plus à l'étranger. Ce qu'il me manque dans cette donnée, c'est de savoir combien de Français sont rentrés. On a uniquement un solde, donc plus 40 000 Français à l'étranger, mais j'aimerais savoir, et là je n'ai pas la donnée, combien se sont désinscrits pour voir quel est le cycle de rotation, de renouvellement de notre communauté à l'étranger. Parce que je pense que s'il y a 40 000 inscrits nouveaux, 40 000 inscrits supplémentaires sur le registre, je pense que le nombre de nouveaux inscrits est très supérieur à 40 000. Nous n'avons pas cette donnée, donc j'en parlerai avec le directeur des Français de l'étranger pour lui demander d'ajouter cette donnée dans les prochains rapports. Aussi une chose importante que je voulais signaler, c'est que vous savez que nous sommes un certain nombre d'entre nous à avoir un conjoint étranger, et dans ce cas-là, les consulats les inscrivent aussi, et on parle de personnes en protection rapprochée, en personnes protégées, pardon. Et nous avons le chiffre est de, je crois, oui, c'est ça, un peu plus de 150 000 personnes de nationalité non française qui sont inscrites en protection dans nos consulats. Donc ça représente 150 000 foyers doubles nationaux, l'un des conjoints étant français, l'autre ne l'étant pas, sur les 1 800 000. Cette démographie ne parle pas non plus du nombre de personnes inscrites qui auraient une double nationalité. Je n'ai pas non plus cette donnée-là. On a des doubles nationaux, pardonnez-moi. Je vous dis une sottise. On a précisément même 42% de doubles nationaux, donc des personnes qui ont deux nationalités, dont la française, inscrites au registre. 42%, c'est quand même assez considérable. Ensuite, ce rapport, dans sa partie suivante, parlait de l'enseignement à l'étranger, pour dire qu'on a, ce que vous savez, un nombre d'établissements qui est de un peu moins de 500, 492 établissements, qui est en... Alors, le rapport se félicite du fait qu'on ait 50% d'élèves en plus sur 20 ans. Moi, je ne suis pas satisfaite de cette donnée, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a un rapport du Sénat en 2016 qui explique très bien, qui a fait une comparaison avec des établissements à l'étranger, et qui montre que les établissements anglophones progressent, mais de façon absolument spectaculaire, et que nous ne jouons pas dans la cour des grands en termes de progression et en termes de nombre d'établissements à l'étranger. Certes, en nombre d'établissements soutenus par l'État français, nous sommes effectivement très largement en tête par rapport à nos homologues italiens, espagnols par exemple, mais les établissements anglophones qui souvent ont un cursus indépendant, qui ne sont pas un cursus forcément d'État, ils proposent souvent un cursus qu'on appelle baccalauréat international, ces établissements-là sont beaucoup plus nombreux que les établissements français, et on voit bien qu'ils forment une concurrence réelle dont il faudra certainement tenir compte dans l'objectif qu'a fixé le président de la République, qui est de doubler les effectifs d'élèves dans nos établissements français à l'étranger. Mais là, je laisserai ma collègue Samantha Casbonne en parler plus longuement dans les mois qui viennent. Vous avez peut-être vu, mais je vous en parle, un communiqué de presse que nous avons publié hier pour expliquer quelle était notre démarche par rapport à la réflexion que va mener Samantha, qui est donc parlementaire en mission, missionnée par le Premier ministre, sous tutelle de M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, pour étudier comment répondre à l'objectif du président de la République, qui est de doubler les effectifs de nos établissements français, des élèves dans nos établissements français à l'étranger, et également des élèves apprenant le français. Il y a les deux aspects qui sont cités simultanément par le président de la République. Donc Samantha communiquera très régulièrement sur, je sais qu'elle a démarré ses auditions, sur ses auditions, les résultats de ses auditions et le rapport qu'elle publiera. Elle doit le publier en décembre. Voilà. Ensuite, il y avait aussi une chose importante qui était citée dans ce rapport, qui est les différents dispositifs qui sont proposés aux Français dans le monde, et notamment les bourses scolaires, qui sont un des éléments importants de notre dispositif scolaire dans le monde.
et pour dire que nous avons eu l'année dernière un peu plus de 25 000 élèves boursiers. Et le montant des bourses versées l'année dernière est en hausse. On a un petit peu moins de 100 millions de bourses qui ont été attribuées. Et pour l'année précédente, c'était de mémoire 87 millions à peu près qui avaient été versés. Donc une hausse. Personnellement, j'ai demandé qu'on essaye de trouver un moyen d'observer quels sont les élèves qui auraient été boursiers et qui ne le sont plus, pour comprendre pourquoi ils ne le sont plus. Tant mieux si c'est une amélioration de la situation des parents, mais pas forcément. Et pourquoi certains n'auraient pas déposé de dossier. C'est ceux-là qui sont certainement difficiles à repérer, mais je reste persuadée qu'avec l'augmentation des frais de scolarité qui pèsent sur les épaules des parents et les quotités de bourse, certes, il y a des efforts qui ont été faits considérables depuis ces 4 dernières années, mais il faut être extrêmement vigilant à garder ce dispositif très effectif et être sûr qu'on puisse atteindre toutes les familles et tous les élèves qui, à proximité géographique d'un de nos établissements, pourraient en bénéficier. Sachez aussi que on souhaiterait pouvoir demander, je ne sais pas si c'est le cas déjà aujourd'hui, que les élèves qui suivent une scolarité à distance par le CNED, quelle qu'en soit la raison, puissent également être éligibles au système des bourses. Donc ça c'est un point important. Voilà, ce système des bourses, il faut qu'il soit pérenne, qu'il soit renforcé en ayant une grande vigilance à l'égard des enfants qui n'en bénéficieraient pas aujourd'hui et bien comprendre pourquoi ils n'en bénéficient pas et essayer de voir comment on peut améliorer cela. C'est pour ça que moi personnellement je plaide pour qu'on augmente cette enveloppe des bourses, elle a d'ailleurs un peu augmenté, mais qu'elle soit vraiment le reflet des besoins réels de nos élèves. Donc c'est une grande vigilance et croyez-moi, Samantha qui suit ça de près et moi-même nous sommes extrêmement vigilantes à ça. Alors ensuite, il faut savoir d'ailleurs que le rapport le dit, qu'il y a le cadre bien précis dans lequel s'inscrivent ces systèmes de bourse et puis avec des règles bien précises et l'administration a démontré sa capacité à répondre, son souhait de pouvoir répondre à un maximum de situations et à sortir parfois du strict cadre prévu par la réglementation pour pouvoir satisfaire des familles qui en avaient vraiment besoin. Donc ça, c'est aussi un point qui me rassure de voir que notre administration est capable d'être humaine. Et ça, c'est un bon point, je pense. Alors ensuite, alors attendez que je regarde bien les points suivants du rapport. Alors, ensuite, le rapport parlait de la relation. Oui, un point aussi important, on a un budget dans tous les consulats qui est destiné à des cas tout à fait exceptionnels de situation de rapatriement en France. Ce budget a été considérablement augmenté l'année dernière, c'est un petit budget, mais il existe pour des situations extrêmes, d'immense détresse. Il peut y avoir des cas où nos consulats soutiennent. Mais dans la plupart des situations, lorsqu'il y a besoin d'un rapatriement, tout est mis en œuvre, y compris des collectes de fonds à travers des amis, des proches de la personne en très grande difficulté, parce que les budgets de nos consulats sont extrêmement faibles pour assurer ce type de rapatriement. Donc ça peut arriver, mais je voulais vous en parler parce que je pense que c'est important de savoir que voilà, l'État français sait se rendre présent, pas partout, pas pour tout le monde. Nous ne sommes pas un État-providence, mais quand même, il y a des situations où l'État français sait répondre présent. Sans vouloir dénoncer personne, c'est pas le cas dans tous les pays. Donc je pense que voilà, je voulais le souligner parce que moi ça me tient à cœur et je trouve ça important. Chaque fois qu'il y a de l'humain, je trouve ça bien. Un point suivant du rapport était fait je parle donc toujours de ce rapport fait par la Direction des Français à l'étranger, sur le soutien à nos entreprises françaises. Alors je vais juste en parler très rapidement. Moi je vais beaucoup travailler sur ce sujet dans l'année qui vient notamment. Voilà, sachez que vraiment le gouvernement français met en œuvre de nombreux dispositifs pour aider nos entreprises en France à partir à l'attaque de marché. Notre balance commerciale est déterminante, mais vraiment déterminante pour créer de l'emploi en France. Je rappelle que tout ce qui est lié à l'export génère un emploi salarié sur 5 en France, c'est considérable et on voit bien
l'enjeu et le levier que ça représente que de pouvoir stimuler notre export. Donc j'y travaillerai beaucoup. Il y a des dispositifs qui vont être adaptés, modifiés, modernisés, et c'est une bonne chose. Voilà, il faut poursuivre ça. Et puis, il y a également le dispositif des jeunes volontaires internationaux en entreprise, des VIE, ou bien les jeunes volontaires internationaux en administration, dans les administrations, VIA, sont des dispositifs remarquables. Et là, le rapport précise que fin 2017, c'était plus de 10 000 VIE que la France envoie dans le monde. Et donc l'État français soutient nos entreprises. Elles sont près de 2000 entreprises à accueillir ces VIE, qui donc ainsi acquièrent une expérience à l'international, souvent se voient proposer un emploi définitif, pérenne après dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur VIE. J'ai noté en circulant dans les consulats que nos administrations ont recours régulièrement à des VIA qui, du fait du fonctionnement de nos administrations, ne peuvent pas être embauchés après dans nos administrations. C'est très rare, en tout cas à l'étranger. Voilà, il y a une réflexion à mener là pour voir comment cette expérience acquise, je pense à une jeune femme que j'avais rencontrée à Séoul au département culturel qui faisait un travail formidable, département de communication et culture de notre consulat et ambassade à Séoul. Voilà, comment cette expérience formidable qu'elle a acquise sur place peut être valorisée et utilisée après. Il y a une réflexion à mener. Mais voilà, à mener, certains d'entre vous sur le live là comprendront ce dont je veux parler. Voilà, je crois que le ministère est en pleine réflexion sur les emplois au sein du ministère. Les systèmes de recrutement locaux vont certainement se développer, voilà, au détriment des personnels agents de la fonction publique. Voilà, avec toute une réflexion que j'évoque dans le rapport. Voilà, c'est pourquoi pas avoir des agents locaux. Ça n'est pas forcément une mauvaise chose, mais savoir reconnaître l'expérience acquise par les personnes, reconnaître leurs talents, leurs compétences, leur permettre de progresser. Tout employeur se doit de faire ça, qu'il soit une entreprise ou une administration, me semble-t-il. La partie suivante du rapport parlait de la coopération internationale entre la France et d'autres pays, notamment abordait le sujet de la fiscalité. Donc c'était juste des choses, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière, le nombre de conventions fiscales n'a pas bougé, le nombre d'accords, il y a des renégociations éventuellement qui sont en cours. Concernant la sécurité sociale, on parle de conventions de coordination, c'est beaucoup plus complexe, au sein de l'Union européenne ça marche très bien. Nous avons par ailleurs 69 conventions de sécurité sociale, avec des accords qui sont soit signés, soit en cours d'approbation. J'attire votre attention sur le fait que dans ces conventions de coordination, il y a en gros deux aspects qui sont dedans, qui sont d'une part l'assurance maladie et d'autre part la retraite. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, avec les États-Unis, nous avons une convention de coordination qui concerne la retraite, c'est fondamental. Ceux d'entre vous qui travaillent aux États-Unis, leur trimestre travaillé aux États-Unis pourront être pris en compte dans le décompte de trimestre en France. C'est très important à faire savoir. En revanche, dans d'autres pays, moi j'habite Singapour, à Singapour, il n'y a pas de convention concernant la retraite et toutes les années que j'ai passées à travailler à Singapour ne me seront jamais comptées comme trimestre travaillé en France. Voilà, donc ça c'est important et autour de vous, faites-le savoir et dites bien que tout trimestre travaillé à l'étranger, qu'il y ait convention de coordination ou pas, parce que les choses peuvent évoluer dans le temps, on peut négocier de nouveaux accords, on ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas d'accord, mais il pourrait y en avoir un plus tard. Donc faites savoir que c'est important de conserver tous ces documents, toutes ces fiches de salaire, tout ce qui peut dans les pays où il n'y a pas de fiche de salaire, représenter l'équivalent d'une preuve qu'on a travaillé et qu'on a reçu un revenu par rapport à ce travail, et il ne faudra jamais hésiter au cours de votre carrière à le transmettre au site internet qui s'appelle maretraite.fr, qui est un site incroyable, qui est détenteur de connaissances à notre égard incroyables. Tout le monde dit qu'il faut protéger ses données personnelles, mais je peux vous dire que là, ils savent tout. Ils savent nous tracer parfaitement, donc à l'étranger, évidemment pas. Il ne faut pas hésiter à leur transmettre. On ne sait pas s'il n'y aura pas plus tard une convention de coordination. Conservez tous vos documents. Dites autour de vous qu'il faut les conserver en lieu sûr. Ne les perdez pas, copiez-les, scannez-les, gardez-les où vous voulez. Et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, ça pourrait entrer dans votre décompte retraite. Donc ça me paraît très important. Alors, je vais déjà
à ce stade de notre échange, prendre des questions qui m'ont été envoyées. Alors, la santé, en première question, concernant l'enseignement à l'étranger, considérant ces aspects cruciaux, critères d'admission des élèves, information aux parents en proie aux idées reçues sur ce sujet. Alors, c'est un message de la santé des expatriés. J'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, puisque vous parlez de l'enseignement à l'étranger, les critères d'admission des élèves dans nos établissements. Vous vouliez parler peut-être des bourses. Alors, si c'est des bourses scolaires, oui, les critères sont très précis, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec une véritable humanité de ceux qui observent ces dossiers. Alors, il peut y avoir des nuances locales. On m'a rapporté des choix qui ont été faits qui ne satisfaisaient pas tout le monde dans certains pays de la circonscription. Je l'entends et j'y suis vigilante. Mais néanmoins, j'ai pu observer aussi des comportements très, très humains et très attentifs à la situation réelle de dossiers particuliers. L'information aux parents, alors sur les bourses, je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Oui, sont éligibles aux bourses uniquement les élèves qui sont inscrits dans les établissements homologués de notre réseau, qu'ils soient de la mission laïque française ou de l'AEFE. Uniquement ces élèves-là peuvent prétendre aux bourses. Les bourses ne peuvent pas être servies, par exemple, pour des élèves qui suivraient une scolarité dans un établissement local parce qu'ils sont éloignés de 200 km de notre établissement le plus proche. Ça n'est pour le moment absolument pas possible. Et ces bourses sont réservées exclusivement aux élèves ressortissants français. Il n'y a personne d'autre. Ça, c'est pour les bourses. Alors, autre question. Des précisions pour les statuts des compatriotes recrues locaux et mis en place des droits en cas de retour en France. Alors, oui, je vois votre question. Je l'évoquerai dans le rapport. Ce n'est pas forcément le sujet du live aujourd'hui où je vais beaucoup parler de la communauté. C'est évoqué. Voilà. Et le droit d'option pour les recrutés locaux. Alors, sachez que pour les recrutés locaux, j'ai par exemple été interpellée par des recrutés locaux à notre poste diplomatique au Chili. C'est pas dans la circonscription, mais enfin c'est un problème qui n'est pas propre au Chili, donc je ne vois pas pourquoi je m'y intéresserai pas. Chez eux, la convention fiscale n'avait pas été appliquée convenablement entre la France et le Chili pendant des années. Elle va être brutalement mise en œuvre là, à partir de cette année 2018, ce qui pour certains, comme le niveau d'imposition au Chili est très bas par rapport à la France, même en barème non résident, et que les revenus, les salaires que perçoivent ces personnes avaient été fixés dans un certain contexte qui tenait compte de leur niveau d'imposition. Il est évident que si brutalement leur niveau d'imposition augmente, ça remet en question leurs revenus, leur mode de vie, leur niveau de vie, etc. Et c'est tout à fait violent. Donc, j'ai écrit un courrier à notre secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne à ce sujet. J'ai rencontré cette semaine des inspecteurs aux affaires étrangères et je m'en suis ouverte auprès d'eux. Voilà, donc voilà, c'est un sujet que j'ai remonté et voilà, il ne faut pas hésiter à m'en parler. Si vous avez des questions comme ça autour de vous, je vous remercie de me l'avoir remonté. Mais voilà, j'agis aussi vite que possible, efficacement. Tout ne dépend pas de moi, mais enfin, en tout cas, j'y veille et je suis vigilante et j'essaie de donner un maximum d'énergie pour faire aboutir au moins la prise de conscience. C'est un minimum de situations délicates ou voire même précaires qui peuvent se produire. Ça, je serai toujours présente. Alors, ensuite... il y avait des informations ou des choses, le rapport continuait avec les accords en cours de négociation sur les conventions de coordination. Sachez qu'avec l'Australie, c'est assez compliqué, avec la Turquie également, et puis le rapport parlait également de ces jeunes, vous savez, qui ont des visas vacances-travail, le pass vacances-travail, qui est dans beaucoup de pays, qui est un visa qui leur permet pendant 1 an de travailler dans le pays dans lequel ils se rendent, et inversement ce pays peut lui aussi nous envoyer en France des jeunes pour travailler pendant 1 an et en gros que leur petit boulot leur finance leur voyage qu'ils font pendant 1 an. Donc c'est une incitation à voyager. Voilà les grandes lignes de ce rapport publié donc il y a une dizaine de jours et que je voulais mettre en parallèle avec le rapport, enfin la consultation que j'ai faite il y a donc quelques mois maintenant. Alors cette consultation, j'espère que vous l'avez reçue, que vous avez pu la remplir. Nous avons reçu 42 000 réponses. Alors nous avons envoyé un peu plus de 900 000 emails, donc c'est bien. Alors c'est par rapport à la population des 900 000 personnes, 42 000 réponses.
on est très très proche de la représentativité, c'est-à-dire que les réponses fournies, on peut les généraliser à l'ensemble des 900 000. Pour autant, les 900 000, même si sont 900 000 inscrits qui ont donné leur adresse, ne sont pas forcément représentatifs de tous les Français qui vivent dans le monde. Donc il faut être prudent dans l'interprétation des réponses. Ensuite, ce sont 42 000 répondants, donc des personnes qui étaient intéressées par le questionnaire. Il y a donc là un biais de recrutement. Ce ne sont pas 42 000 personnes tirées au sort, ce qui n'aurait pas la même valeur. Donc, dans toute l'analyse que j'ai faite de cette consultation, je dis bien qu'il s'agit de pourcentage du nombre de personnes qui ont répondu au questionnaire, même si ce pourcentage est très important et on peut penser qu'il est très proche de la représentativité. Mais vous savez, l'exactitude scientifique, j'y tiens, je suis rigoureuse, donc c'est 42 000 répondants. Sur ces 42 000 répondants, il y avait un certain nombre de réponses assez fantaisistes, assez farfelues, ou vraiment pas exploitables, donc nous avons dû en éliminer, et au bout du compte, nous avons pu conserver un peu plus de 36 000 réponses. Vous voyez, quand même 6 000 réponses qui sont tout à fait farfelues, bon, ou des erreurs, ou, voilà, donc qu'on ne pouvait pas utiliser. Alors, donc 970 000 personnes ont été contactées, c'était des personnes en plus qui avaient donné leur email. Tout le monde ne donne pas son email lorsque les personnes s'inscrivent sur le registre des Français établis hors de France, donc je n'avais pas forcément accès à tout le monde. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que dans le cadre du nouveau règlement sur la protection des données européen, je fais le nécessaire pour bien prendre en compte toutes vos demandes de désinscription, pour ceux que ça pourrait concerner. Il peut néanmoins y avoir des erreurs parce que c'est automatisé par des logiciels qui, même si le logiciel est programmé par l'humain et c'est pas moi qui l'ai programmé, il peut y avoir des erreurs. Et je vous prie par avance je vous présente mes excuses si vous n'avez pas été désinscrit, si vous l'aviez demandé. Je fais le maximum pour corriger ces erreurs. Il faut savoir que si je veux passer par des outils extrêmement performants qui fait qu'il y aura zéro erreur, je tombe sur des outils qui ont un coût exorbitant, qui ne sont pas à la portée du budget qu'on donne à des députés. Donc je fais mon maximum pour tenir compte et sachez qu'il y a beaucoup de désinscriptions qui sont faites à la main. Et je rappelle que moi j'ai un fichier de 60 000 adresses email. Là il s'agissait donc du registre beaucoup plus large de l'ensemble du monde, 970 000 emails. Donc ça a été fait entre le 29 mars 2018 et le 26 avril 2018, donc à peu près sur un mois. Il s'agissait et le 30 avril 2018, pardon. Il s'agissait d'un modèle de Typeform et pour des raisons de protection de votre vie privée de la donnée, il a été choisi de ne pas utiliser l'outil qui m'aurait permis d'éliminer les adresses IP identiques. Par exemple, si quelqu'un s'était amusé à répondre 25 fois au questionnaire avec la même adresse IP, j'aurais pu utiliser un outil qui me permettait d'éliminer les mêmes adresses IP. Nous ne l'avons pas fait, d'une part, parce que ça m'aurait obligé à accéder aux adresses IP, ce que je ne voulais pas faire. Et deuxièmement, ça veut dire que si dans une même famille, un couple voulait l'un et l'autre répondre au questionnaire, ça m'aurait éliminé l'un des deux. Ce qui était quand même dommage, puisque l'objectif était que chacun puisse répondre. Donc, pas d'élimination des multiples adresses IP, mais enfin, je ne suis pas sûre qu'il y ait des quantités de gens qui se soient amusés à répondre 25 fois au questionnaire. Alors, parmi les gens qui ont répondu, le profil des gens qui ont répondu, c'est tout à fait similaire à ce qu'on a en général. Plus nombreux hors Union européenne, 57% des répondants se trouvaient en dehors de l'Europe et de la Suisse, très largement établis, mais là quand même assez largement établis. Le gros de nos forces se concentre sur deux zones, les États-Unis, le Canada et l'Europe du Nord. Alors, Alex qui me dit, en fait, cela arrange pour les réponses surtout. Vous voulez dire pour trier les réponses, pour avoir des réponses orientées? Je pense pas, vous allez voir. Enfin, bon, je ne crois pas, mais je reçois votre remarque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les gens qui m'ont répondu, la moitié des répondants se trouve depuis moins de 10 ans dans le pays et l'autre moitié depuis plus de 10 ans. Donc la médiane, celle qui coupe mon effectif en deux,
parti est à 10 ans de présence. Mais si je prends la moyenne de présence, c'était... Donc 2007, c'était l'année médiane, et l'année moyenne, c'était 2001, parce qu'il y a des gens qui sont présents depuis 24 ans ou plus. Un quart des répondants étaient présents depuis plus de 24 ans dans les pays. C'est très important d'en tenir compte, et j'avoue que je suis extrêmement sensible au fait que des personnes, des Français, présents depuis si longtemps à l'étranger, on parle de un quart d'entre vous depuis plus de 24 ans, aient eu envie de répondre à ce questionnaire. Et bien moi, c'est un argument de plus pour démontrer au gouvernement, à l'État français, que oui, les Français établis à l'étranger s'intéressent à ce qui se passe chez nous, s'intéressent à leur citoyenneté, ont envie en retour qu'on s'intéresse à eux, sinon ils n'auraient pas répondu au questionnaire. Et ça, pour moi, je vous remercie tous d'avoir participé. C'est un argument de poids dans les discussions que j'ai avec le gouvernement. Oui, les Français peuvent être partis depuis très longtemps, mais ils s'intéressent encore à l'État français. Peut-être pas tous, mais ils sont suffisamment nombreux pour qu'il soit légitime de tenir compte de leur point de vue, de leur retour, et j'irai même plus loin, de votre vote. Notre vote à l'étranger est très important. Alors, pour l'essentiel, là, 3/4 d'entre vous étiez avec votre conjoint, donc ce sont plutôt des foyers que nous avons. Alors ça, je vais y revenir parce que c'est très important pour la partie fiscalité. La majorité d'entre vous, vous êtes des salariés, mais des salariés, là aussi c'est intéressant, du secteur privé ou public, mais, alors attendez que j'arrive à bien lire, mais surtout quand vous étiez salarié du secteur public, ceux qui ont répondu sont essentiellement salariés d'entreprises privées qui ne sont pas françaises. Donc la notion, ça fait tomber le mythe, et ça j'en étais bien convaincue, mais là j'en ai la preuve, de l'expatrié français qui part avec un package d'une entreprise française où en gros son salaire devient de l'argent de poche. Mais ça c'est un mythe. C'est une tout petit pourcentage, je crois, de mémoire, je n'ai pas les chiffres, c'est 8% des personnes qui ont répondu étaient salariés d'une entreprise française, ce qui ne veut même pas dire qu'ils avaient pour autant un gros package où le salaire est l'argent de poche. Donc là, je voulais absolument faire tomber ce mythe. Le Français qui est hors de France, il est salarié du secteur ou public ou privé, d'une entreprise majoritairement qui n'est absolument pas française. Et alors on a aussi, ce qui est très très important, on a beaucoup de travailleurs indépendants, beaucoup plus qu'on en a en France dans la population active. Les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les créateurs d'entreprises représentaient 1/4 des actifs de cette consultation. C'est considérable, en France c'est juste un petit peu plus de 10%. Donc vous voyez, on est vraiment à l'étranger. Les Français à l'étranger sont, pour certains d'entre eux, beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus font preuve de plus d'initiative individuelle, et ça c'est un élément fort à mettre en avant. Et d'ailleurs, dans le rapport que je remets au Premier ministre sur la partie protection sociale, il y a une large partie de ce chapitre qui est consacrée justement au cas des travailleurs indépendants, professions libérales, créateurs d'entreprises, voilà, qui partent à l'étranger ou lorsqu'ils veulent revenir en France pour qu'ils puissent être traités comme le sont les salariés qui pourraient par exemple rentrer en France. Votre âge. Alors l'âge des répondants, c'était pour plus de la moitié d'entre vous entre 35 et 60 ans, une tranche d'âge surreprésentée, puisqu'en France, cette population fait seulement... Oh, alors là, pardonnez-moi, je fais une petite coupure. Je vois quelqu'un qui se connecte, qui s'est levé, parce que je sais où il habite dans le monde, pour assister au live. Merci beaucoup, je suis très touchée. Vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'ouvrir vos emails. J'ai répondu à votre email et je prends le dossier en main. Ça sera réglé la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Voilà. Petite parenthèse fermée. On sait tous, voilà, nous sommes deux à nous comprendre. Ça me fait plaisir de voir que les gens se joignent au live et avec l'effort de se lever en pleine nuit. Chapeau. Voilà. Donc les âges. Je reviens aux âges. Donc une population plutôt jeune. Je voulais aussi souligner que la population des plus de 60 ans, des Français plus de 60 ans qui sont présents à l'étranger, elle est à peu près la même que celle qu'on a en France, un quart de l'effectif. Donc ça c'est représentatif. Évidemment, celle qui est moins représentée, c'est les plus jeunes, qui là effectivement sont moins nombreux. Alors, la protection sociale. Là, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que ceux qui ont répondu sont assurés pour 2/3 d'entre vous. Vous êtes assurés dans le système de protection sociale de votre pays de résidence et c'est vous qui le financez vous-même.
à travers, soit comme en France, le salaire, le revenu, soit d'autres systèmes. Donc, vous êtes assuré localement. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a seulement un tiers qui est assuré par un autre système qui n'est pas le système de protection sociale du pays de résidence. Je parle bien du système de protection sociale du pays de résidence. C'est tout à fait différent d'une assurance privée qu'on aurait pris dans le pays de résidence. Il faut bien faire la distinction. Concernant la retraite, vous êtes 43% à préparer votre retraite dans le système qui vous est imposé par votre pays de résidence. C'est important de le signaler. Ou bien, pour un quart d'entre vous, vous le faites par capitalisation. Personnellement, c'est vous qui organisez votre propre retraite. Les retraités qui dépendent... alors ensuite, on a un certain nombre de retraités. Alors parmi les plus de 60 ans, vous n'êtes pas tous retraités, mais il existe un certain nombre de retraités. Et parmi ces retraités, sur l'ensemble de tous les Français qui sont retraités à l'étranger, seulement 18% de ces retraités, 18%, donc un cinquième, un petit cinquième, sont retraités du système français. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé en France, cotisé en France et ont pu liquider leur retraite en France pour pouvoir la percevoir à l'étranger. Ça, c'est juste un petit cinquième de tous les retraités français qui ont répondu à mon questionnaire. Les autres, les 4 cinquièmes, touchent un revenu dans leur pays de résidence ou par un autre système, et ça n'est pas une pension de source française. Voilà, c'est important. Mais pour autant, c'est aussi une catégorie de nos ressortissants à laquelle je suis très vigilante, car il y a des particularités, des spécificités, des complexités inouïes. Je ne vais pas y revenir ici, mais enfin, sachez que c'est largement abordé dans le rapport et que j'ai utilisé, je crois que je vous en avais déjà parlé dans des lives précédents, j'ai utilisé le mot qui a déjà frappé certains de mes interlocuteurs au gouvernement qui ont lu le rapport. Je parle de maltraitance administrative. Le mot est fort, je l'ai choisi exprès, car je crois que parfois il faut utiliser des mots forts pour se faire entendre. Donc la catégorie des retraités qui touchent une retraite de source française sont vraiment victimes de maltraitance administrative à laquelle il faut absolument remédier de toute urgence. C'est largement souligné à plein d'endroits dans le rapport. Les gens qui ont répondu à mon questionnaire, pour revenir à la consultation, perçoivent leurs revenus majoritairement dans leur pays de résidence, dont ils sont résidents fiscaux. Et ce sont en général des pays qui ont une convention fiscale avec la France. Pour pratiquement la moitié d'entre vous, vous êtes dans un pays qui a une convention fiscale avec la France. La moitié seulement. L'autre moitié n'a pas de convention fiscale, ce qui peut avoir des conséquences importantes. Une chose aussi importante, parmi tous les répondants, et ça c'est important de le souligner, vous êtes plus de la moitié à ne payer aucun impôt en France, autre que la TVA lorsque vous y passez, si vous y passez en vacances par exemple. C'est important, plus de la moitié de ceux qui ont répondu ne versent aucun impôt en France. Et ça c'est important parce que c'est un chiffre sur lequel je vois bien certains de mes collègues députés qui ne sont pas proches des Français de l'étranger. Certains de mes collègues députés me disent « Ah mais attendez, vous payez déjà pas d'impôt en France, on ne va pas vous faire et ci, et ci, et ça. » Alors, plus de la moitié ne paye pas d'impôt en France, un petit peu moins de la moitié, à peu près 46%, payent un impôt en France. Alors ça peut être un impôt sur le revenu, ça peut être une taxe foncière, ça peut être une taxe d'habitation, ça peut être un impôt sur la fortune. Il y a des Français, 43% à peu près, 46% pardon à peu près, qui payent un impôt en France. Donc ça c'est important, ces données me semblent importantes. Alors je vais prendre au fur et à mesure les questions qui arrivent. Alors, Alex qui me pose la question, est-ce qu'on pourrait espérer une action du gouvernement pour permettre de rejoindre la CFE sans payer autant d'arriérés? Alex, réponse est oui. Oui, car la CFE a une réforme en préparation qui a été votée, parce qu'il faut que ça passe par la loi, au Sénat en mars dernier, et qui, je tanne le gouvernement et le bureau de l'Assemblée, devrait passer en vote en hémicycle à l'Assemblée nationale en novembre, copie conforme, sans modification, ce qui pourrait permettre une mise en application de cette réforme dès le mois de janvier. Et cette réforme a justement prévu de ne pas avoir à payer d'arriérés. Donc, on croise les doigts pour que tout soit mis en œuvre rapidement.
Alors, Anne Boulot, bonjour Anne, qui me pose la question. Dans les personnes ayant répondu au questionnaire, quel est le pourcentage de répondants par continent? D'accord, dans des pays... Alors, oui, Anne, je vais la voir. Alors, je l'ai justement sous les yeux. Alors, j'avais précisément 11%, 11,2% qui habitent, je le fais dans le désordre, enfin dans l'ordre de ce que j'ai sous les yeux, 11,2% qui habitent aux États-Unis, 9,8% au Royaume-Uni, 8,6% au Canada, 7,3% en Allemagne, 6,7% en Suisse, 4,5% en Belgique, 3,2% en Espagne, et voilà, tout ça, tout ce que je viens de citer représentant un petit peu plus de la moitié, et tout le reste dans le reste du monde. Voilà, je peux donner les chiffres beaucoup plus précisément si tu le souhaites. Voilà, j'ai tous les détails. Donc je les ai, et en fait ça représente quelque chose qui est assez copie conforme des inscriptions qu'on a au registre des Français de l'étranger. C'est pour ça qu'on peut considérer que ce questionnaire est assez proche, en tout cas en répartition géographique, de ceux qui sont inscrits au registre. Alors, ensuite, je poursuis. Alors, là j'ai noté ça. Ensuite, aucun impôt. Alors, concernant le retour en France, j'avais posé des questions là-dessus, une personne sur deux ne sait pas si elle reviendra un jour ou pas en France, mais il y en a quand même un tiers qui souhaite revenir en France, et je vais aller dans le détail un petit peu plus loin. Alors, je vais aller un petit peu plus dans le détail, parce que dans les questions ouvertes, j'avais demandé pour quel motif vous êtes parti à l'étranger. Et là, c'est assez intéressant, et il y a un point sur lequel je veux insister. Alors, pour quel motif êtes-vous parti? C'était une question ouverte. Les gens pouvaient répondre ce qu'ils voulaient. Alors là, c'était extrêmement difficile. Si j'avais voulu exploiter l'intégralité des 36 000 réponses sur ces questions ouvertes, une entreprise spécialisée pouvait me le faire, mais le budget était considérable, hein, c'est fait à la main. Je ne pouvais pas m'offrir ça, donc à l'aide de stagiaires, j'ai fait une exploitation sur les 1000 premières réponses, et qui donne déjà une bonne idée. D'abord, je l'ai fait sur les 100 premières réponses, pour voir quel était le retour global, une petite idée des grandes lignes, et ensuite sur 1000. Alors sur 100, ça me permettait de voir quels étaient les mots-clés qui étaient cités, et puis sur 1000, on commence à avoir des proportions. Alors, qu'est-ce que je découvre? Et bien surtout, les raisons pour lesquelles je suis partie. 2%, c'est pour ma retraite. 10%, c'est pour rejoindre de la famille. Là j'ai 17%, c'est par mariage. Je me suis mariée avec un conjoint étranger et je suis allée suivre mon conjoint dans son pays. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que 41%, c'est tout simplement pour le travail. On s'en doutait, mais c'est bien de mettre des chiffres dessus. 6% pour les études. Et le point sur lequel je voulais insister, qui me semble, ah oui, une petite chose amusante, 7% quand même pour l'aventure. Hein, les Français sont quand même aventuriers, rétifs au changement, diraient certains, mais aventuriers malgré tout. C'est une forme de changement, me semble-t-il, l'aventure. Et le point important sur lequel je voulais insister, 1% pour des raisons fiscales. Alors, le cliché du Français qui s'en va pour échapper à l'impôt, hein, on va peut-être essayer de l'oublier aussi vite que possible. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, les Français qui ont répondu vivent essentiellement avec leur conjoint. Alors, dans les profils professionnels des gens qui ont répondu, donc je vous l'ai dit, alors pour reprendre les chiffres plus précisément, 35% sont salariés d'une entreprise non française, même pas sa filiale locale. 18% sont des retraités, 11% sont des indépendants, entrepreneurs, créateurs d'entreprises, etc. Créateurs d'entreprises 6%, pardon, donc tous ensemble ça fait 17%. Sans emploi 6%, mais sans emploi c'est vague. Je n'ai pas demandé de précision. Hein. Ce que signifie le sans emploi, je ne suis pas sûre que ce soit au chômage. Il y a quand même beaucoup de pays où on a une exigence de revenus pour avoir le visa de séjour. Et puis seulement 8% sont donc salariés d'une entreprise française. Donc à bas. Hein, je vous ai fait tomber 2 clichés là en une demi-heure. Hein. On n'est pas des exilés fiscaux et on n'est pas des packages d'expatriés où le salaire est de l'argent de poche. Voilà, ça c'est dit et que ce soit entendu maintenant. Donc la couverture santé, je vous en ai parlé, essentiellement dans le pays local, avec évidemment en Union européenne, le pourcentage de ceux qui sont protégés par la sécurité sociale du pays où ils habitent, il est considérable par rapport à ceux qui sont
hors Union européenne. Qui finance la couverture santé? Ben, c'est nous-mêmes, hein, pour l'essentiel, à 2/3 des gens. 36% quand même des répondants, c'est leur entreprise, hein, qui finance la couverture santé, mais 36%, c'est bon, c'est un chiffre important, mais ça n'est que 36%. Donc ça signifie que ça justifie complètement l'importance d'avoir accès à un système de protection sociale accessible facilement à tous. Mon regard se tourne évidemment vers la Caisse des Français de l'étranger, qui aujourd'hui n'a que 170 000 adhérents, ce qui est trop peu. Hein. Là, vous voyez bien le nombre de Français que nous sommes à l'étranger. Certes, 2/3 sont couverts par le pays de résidence, donc 2/3 n'ont pas besoin de la CFE, mais enfin ça fait 1/3 qui pourront en avoir besoin. 1/3 de 1,8 million inscrits, ça ne fait pas 170 000. Donc il y a une marge de progression évidente. Et il faut voir que la CFE, plus elle a d'adhérents, plus elle sera intéressante dans ses tarifs et dans les services qu'elle pourra rendre. Donc on a tout intérêt à soutenir la CFE et à l'encourager dans sa démarche à assurer le plus grand nombre. Alors ensuite, j'avais des questions qui concernent plus particulièrement le recours aux soins en France pour ceux qui sont, par exemple, soit à la CFE, soit, je pense, aux retraités ou aux transfrontaliers qui, sur leurs revenus qu'ils touchent en France, n'ont pas de prélèvements sociaux CSG, CRDS, mais ont une cotisation maladie qu'on abrège sous le petit nom de COTAM. Et eux, cette COTAM leur donne droit à avoir des soins en France programmés ou inopinés sur une période qui ne doit pas excéder 3 mois. Alors, je vois Bertrand qui dit que la CFE a des tarifs prohibitifs. Bah oui, quand on a 170 000 adhérents, si vous prenez n'importe quel assureur privé, il faut quand même un peu plus d'adhérents pour commencer à avoir des tarifs compétitifs. Il faut pouvoir mutualiser le risque. Et la CFE, je rappelle qu'en plus, c'est le seul organisme assurantiel qui accueille les gens sans aucune condition d'entrée liée à l'état de santé. Ils ne font pas d'interrogatoire de santé, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Alors du coup, évidemment, il y a des gens à la CFE, ça fait un biais de recrutement qui fait qu'il y a des adhérents qui ont des dépenses de santé importantes liées à leur état de santé ou à leur âge. Donc c'est pour ça qu'il est très important que la CFE puisse élargir son pool d'adhérents pour mutualiser et permettre d'avoir des tarifs plus abordables pour chacun. Voilà, donc les soins inopinés ou programmés, en fait, il y a pas... Bon, il y a à peu près 40% des personnes qui cotisent cette COTAM qui ont eu recours à des soins inopinés ou programmés. Mais là, je vais vous raconter une anecdote qui me semble importante. Cette COTAM, donc, qui est payée soit par des retraités qui ont une pension de retraite en France, soit par des salariés qui ont un salaire en France, mais qui sont transfrontaliers, qui vivent de l'autre côté de la frontière. Cette COTAM, peu importe le montant de la COTAM, on a toujours droit aux soins inopinés ou programmés. Vous savez combien, en France, vous savez combien le système d'assurance maladie français est généreux avec ses affiliés. Et j'ai l'exemple, je ne citerai pas le pays, d'une personne qui touchait une toute petite pension de retraite, tellement petite que sa cotisation maladie était ridicule. Je crois que la pension de retraite était de moins de 20 € par mois. Moins de 20 € par mois, ce qui fait que dans ces cas-là, on verse une fois par an, parce que verser tous les mois, ça représente un coût un peu stupide, hein, la personne étant dans un pays hors système SEPA de transfert bancaire. Pour une retraite de moins de 20 € par mois, cette personne, grâce à la COTAM, rentrait en France, se faire soigner pour des pathologies lourdes pour lesquelles elle aurait pu se faire soigner dans son pays de résidence. Ça pose quand même question. C'est formidable que notre système soit généreux, mais il faut se poser la question. Il n'y a peut-être pas des limites? Jusqu'à quel point pouvons-nous accepter de financer la maladie dans ces conditions-là? Voilà, donc il y a une réflexion. Il ne faut pas dire « Ah, surtout pas, c'est scandaleux, etc. » Mais il faut se dire « Ah, oui, là on va peut-être à des situations, examinons pourquoi, comment. » Donc ce travail a été lancé. La direction de la sécurité sociale au ministère étudie cette situation de près et va faire des propositions que je suis de près. Il y en a certaines d'ailleurs que j'ai reprises dans mon rapport que je trouvais tout à fait pertinent. Voilà, parce que voilà, c'est bien d'être généreux, la vie n'a pas de prix, c'est vrai, et la maladie n'a pas, d'ailleurs je voudrais compléter ce propos en disant que la maladie ne choisit pas sa date pour arriver, et je fais allusion en cela au délai de carence de 3 mois qui est imposé. La maladie ne connaît pas de délai de carence.
c'est important de le souligner. Alors, quoi d'autre? Donc les conventions de sécurité sociale, j'en ai parlé. Alors, la préparation de la retraite, ça c'était un point important. Est-ce que j'ai un petit tableau synthétique? Alors, parce que j'avais un certain nombre de nos ressortissants qui ont répondu, qui ne préparent absolument rien pour leur retraite. Voilà. C'était extrêmement important. Les moins de 35 ans, sont 20% à ne rien faire pour leur retraite. Et entre 35 et 60 ans, ils sont encore 11% à ne faire absolument rien. Rien, c'est-à-dire rien. Ils font, dans le questionnaire, c'était « je ne fais rien pour préparer ma retraite ». C'est quand même très inquiétant parce que ce sont des ressortissants français. Ils peuvent à tout moment, l'avantage du passeport français, c'est qu'on peut rentrer en France à tout moment. On n'a pas de visa, on n'a pas de conditions d'entrée sur le territoire, et c'est une bonne chose, il faut s'en réjouir. Mais voilà, se dire que 20% de nos jeunes de moins de 35 ans ne préparent pas du tout leur retraite, 11% des 35-60 ans ne font rien, donc sont susceptibles de rentrer du jour au lendemain en France en étant donc tributaires de notre protection sociale, ça pose question et je pense qu'il y a là une grande campagne d'information à lancer pour inciter les personnes à préparer leur retraite. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Le système de retraite par répartition français n'est peut-être pas le meilleur au monde, peut-être qu'il en existe de mieux ailleurs, pas de jugement à porter, mais sensibiliser nos ressortissants à l'importance de préparer sa retraite, ça me paraît essentiel. Moi, je trouve que ces chiffres de 11% qui ne font rien entre 35 et 60 ans et 20% chez les moins de 35 ans, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, dans les mesures que je propose, je souhaiterais que quand on délivre un passeport, que ce soit à l'étranger ou en France, hein, dans nos mairies, etc., on donne au moment du passeport, on insère dans le passeport un QR code, vous savez, ce code avec plein de petits carrés noirs et blancs, et quand on le flash avec son téléphone mobile, ça vous donne immédiatement certaines informations urgentes qu'il faut savoir avant de partir. Si on a un passeport, c'est qu'a priori on a un projet de partir à l'étranger, en vacances ou pour s'y installer, mais enfin on a un projet de sortir des frontières françaises, et donc ce QR code renverrait sur plusieurs informations clés, l'importance de s'enregistrer sur un registre, Ariane pour commencer, quand on s'en va moins de 6 mois, le registre consulaire une fois qu'on dépasse les 6 mois de résidence, l'importance de prendre une assurance, et là ça rejoint aussi la notion de retraite pour ceux qui veulent s'établir ou vivre à l'étranger. Voilà, donc ça c'est les 3 points essentiels, enfin 2 points, inscription, assurance. Si vous saviez le nombre de ressortissants français qui décèdent ou sont gravement accidentés, c'est plus souvent des touristes, à l'étranger tous les ans, et qui sont partis sans assurance, et qui se retrouvent dans des situations épouvantables à l'étranger, si vous saviez le travail que ça demande à nos consulats toutes les semaines, et pour certains consulats tous les jours, c'est considérable. Et vraiment, il faut sensibiliser tout le monde à prenez une assurance, c'est vraiment trop important. Alors, les mesures de simplification. Alors, ce qui était intéressant, c'est les services dont vous avez connaissance à l'étranger. Alors, je vais commencer par une question sur quel service public français pouvez-vous bénéficier, de quel service public français, pardon, pouvez-vous bénéficier en étant à l'étranger? Alors, sur les 100 premières réponses, ce qui ressortait surtout, c'était le déficit de notoriété de nos consulats, qui ne sont pas forcément vus comme des services publics. Voilà, et en revanche, les questions qui étaient répondues, qui étaient fournies, c'était la sécurité sociale, la SNCF, la culture. Voilà, donc là, c'était important de voir ça. Mais quand on reprend l'analyse sur 1000 réponses, là, en revanche, les ambassades et les consulats sont plus nombreux, mais il y en a quand même une grosse proportion, un tiers des répondants qui disent je ne sais pas de quel service public je peux bénéficier quand je suis à l'étranger. Bien entendu, il faut parler de nos ambassades et nos consulats et essayer de les défendre. Alors, ensuite, il y a une question ouverte aussi sur les services publics avec lesquels vous avez rencontré des difficultés de communication. Alors, il y a certains d'entre nous. Si je vous posais à tous la question là tout de suite, est-ce que vous alliez me répondre? Spontanément, ce qui nous vient à la bouche, c'est les services fiscaux. On est en plein dedans en ce moment.
et les certificats de vie pour les retraités. Alors, les services fiscaux, je voudrais faire un petit aparté. J'en profite pour faire un petit aparté. Vous avez peut-être certains d'entre vous vu un message que j'ai posté sur Facebook. Les avis, pour ceux d'entre vous qui ont des revenus en France, les avis qu'ils ont déclarés, des revenus en 2017 et qu'ils ont déclarés là, en avril et mai dernier, vous commencez à recevoir vos avis d'imposition. Ils vont être envoyés entre maintenant et fin décembre. Donc tout le monde ne l'a pas reçu. Première remarque. Deuxième remarque, apparemment cette année, il y a eu du sport. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne va quand même pas dire que c'est l'effet Coupe du Monde, je ne le souhaite pas. Il vaut mieux en plaisanter. Mais il y a eu un certain nombre d'erreurs. En tout cas, ce qui concerne la circonscription, c'était beaucoup d'erreurs sur la Thaïlande. Et j'ai incité les personnes concernées à revenir vers moi, ce qui a été fait. Et j'ai traité une bonne quantité de dossiers et ça va très vite. Vous m'envoyez les données. Je contacte immédiatement le centre des impôts des non-résidents et à chaque fois j'ai eu la réponse en 24-48 heures maximum et à chaque fois la solution, l'erreur éventuelle a été corrigée et l'appel extravagant d'impôt qui était fait à échéance 15 septembre là, a été levé. Donc là il reste encore 15 jours avant le 15 septembre. Si vous avez autour de vous des personnes qui ont noté une erreur sur leur avis d'imposition, qui peut-être ont pris la première démarche qui était la bonne, d'envoyer un message sur leur espace personnel pour signaler l'erreur, c'était la bonne démarche à faire, mais néanmoins, qu'ils m'envoient leurs données, j'ai l'impression que ça va plus vite en passant par moi, très honnêtement, je vais vous dire. Je suis ravie de pouvoir vous aider, c'est excellent, mais fondamentalement, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'il faille l'intervention d'un député pour que nos services administratifs fonctionnent bien? Moi, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant, c'est pas normal. Ça devrait fonctionner normalement. Normalement, c'est-à-dire que l'erreur étant humaine, si une erreur est commise, ce qui peut arriver, que lorsque l'usager que vous êtes envoie un message, pourquoi lui, on va mettre 1 mois, 2 mois à lui répondre, et pourquoi à moi, on me répond en 2 jours? Oui, Bertrand, vous avez raison, c'est pas mon travail. Moi, ça me choque. Donc, je le fais parce que il faut que ça marche, je ne peux pas accepter... Pardonnez-moi. J'ai vu des personnes à qui on réclamait 0 impôt l'année dernière et pour des revenus si strictement identiques, on leur demande une somme extravagante. Bon, allez, je vais arrêter ma petite colère, mais c'est pas normal et ça, j'y travaillerai et je vais donc revoir le centre des impôts pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi quand il s'agit de dossiers qui ont des choses nouvelles, pourquoi pas? Mais pas sur des dossiers qui sont les mêmes, strictement identiques. Il n'y a pas de changement de situation, pas de changement de revenu. Enfin, bon sang, pourquoi des erreurs là? Une erreur, ça pourrait arriver, mais enfin, compte tenu du nombre de dossiers qui m'ont été remontés, le problème est plus profond, donc plus inquiétant. Voilà, allez, parenthèse fermée, mais ça m'a contrariée. Je ne trouve pas ça normal. Voilà, j'aimerais bien qu'à la fin de mon mandat, je sois utile à d'autres choses qu'à ça. Tant mieux si je suis utile, mais ça ne devrait pas être mon boulot. Alors ensuite, avec quel service avez-vous rencontré des difficultés? On en a parlé. Quel service vous a donné satisfaction? Eh bien là, ce qui arrive très largement en tête, ça fait plaisir, c'est les consulats et les ambassades. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien dans nos consulats et nos ambassades, et d'ailleurs, je dis toujours que si quelqu'un se dit que tout va bien, c'est très inquiétant, c'est qu'il n'a pas pour ambition de progresser. Donc il faut être conscient de ses faiblesses, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais conscient de ses faiblesses pour avoir envie de s'améliorer. On doit toujours essayer de s'améliorer, on a tous des faiblesses, nos consulats, nos ambassades aussi, mais enfin en tout cas, globalement, le retour est plutôt positif. Alors, les démarches les plus compliquées, ce qui nous a été retourné, c'était les pièces d'identité. Ça, je l'avais noté. Mais alors, il y a un boulot, si vous saviez, ouf, là. Parce que si c'est compliqué pour vous, usagers, eh ben, je peux vous dire que c'est aussi compliqué pour l'agent. Et ça, c'est pas normal. Donc, j'ai fait la remarque récemment que vouloir la dématérialisation à tout prix, c'est formidable, mais on confond 2 choses. On confond dématérialiser un document, un formulaire, et dématérialiser une procédure. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Or, pour ce qui concerne notamment les pièces d'identité, on a uniquement dématérialisé les formulaires. C'est pas en dématérialisant un formulaire qu'on simplifie tout, parce que si le formulaire était compliqué, qu'il soit sur un papier ou sur un écran, il reste compliqué.
Donc voilà. Et si le nombre de personnes qui doivent intervenir sur ce formulaire est important sur papier, eh bien ça sera le même sur écran. Donc voilà, ça c'est important, je l'ai souligné récemment par rapport notamment en France à la création d'entreprise, un autre projet sur lequel je travaille. Et de quel service public souhaiteriez-vous bénéficier à l'étranger qui vous serait utile? M'ont été rapportés la santé, les soins, l'assurance maladie, ça revient beaucoup. En gros, ce qui revient beaucoup, et ce à quoi je suis sensible, c'est qu'il y a une forte demande d'information. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. La fiscalité, la santé, l'éducation, la formation, l'identité, tout ça, les visas, etc. Un déficit d'information absolument énorme. Et donc ça, j'y travaille et j'ai fait des propositions très fortes dans le rapport. J'espère que je serai entendue. Alors, une dernière question, parce que je vois que j'arrive à la fin. Alors, quelqu'un qui n'est pas content avec mon vrai visage. Ah, bah je suis désolée. Non, je pense que nous avons un système, Monsieur Ducos, qui est un système de solidarité. Et la solidarité, j'y tiens. C'est un élément très important de notre modèle français. Mais cette solidarité a un coût. Elle a un coût. Il faut bien la comprendre et voir comment on peut mettre en œuvre cette solidarité pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier dans de bonnes conditions. Et donc là, je faisais référence à une situation qui est particulière, qu'il ne faut pas considérer comme générale, mais je ne vous ai pas dit, si vous réécoutez mes propos, je n'ai pas dit que c'était mal, j'ai dit que ça interroge sur le mode de financement global de notre système de soins pour les gens qui résident à l'étranger. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Car si nous avons d'autres personnes, et nous en aurons, et pourquoi viennent-elles en France? Il faut s'en réjouir. Elles viennent parce qu'on a un bon système de santé. Et ça, c'est une force. Tant mieux pour nous. Moi, j'en suis. Plus il y aura de personnes qui viennent se soigner en France, plus on développera notre système de santé, plus nous aurons besoin de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, plus ça va créer de l'emploi. On y a tous intérêt. Tant mieux si les gens viennent se soigner en France. Mais pour autant, il faut réfléchir au financement de tout ça. C'est ça que je voulais montrer. C'est en aucun cas de refuser à cette personne de venir se faire soigner en France. C'est bien de réfléchir à comment on peut financer tout ça. Donc voilà, c'est ça que donc si vous vouliez la totalité de mon vrai visage, voilà, je crois que je peux vous l'avoir présenté maintenant. Voilà. Alors, Jane Sand qui dit que le personnel n'est pas souvent formé dans les consulats. Alors, incompétent, j'irai pas jusque-là, mais pas souvent formé. Alors, la particularité de nos consulats, Jane, c'est que le personnel tourne en permanence. Alors, c'est un handicap et c'est un avantage. C'est un handicap parce que du coup, comme ils tournent beaucoup, ils peuvent se retrouver sur un poste dans lequel ils n'étaient pas auparavant. Il faut qu'ils en apprennent toutes les composantes, toutes les particularités avant d'être complètement opérationnels. Du coup, on peut tomber au moment où l'agent est en train de se former et ce n'est pas forcément facile pour lui. L'avantage, c'est que ça fait des gens qui sont pluridisciplinaires et quand ils ont commencé à tourner sous beaucoup de postes, ce sont des gens qui sont extrêmement créatifs et capables d'aller chercher, de comprendre des procédures différentes et de s'adapter assez vite. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette particularité. C'est le seul ministère dans lequel les gens tournent en permanence comme ça et peuvent passer du service visa au service identité, aux Français à l'étranger, aux bourses scolaires et ils tournent en permanence dans toutes les catégories, que ce soit au niveau de nos ambassadeurs, consuls, etc., ou au niveau de nos agents. Je déteste employer le mot de catégorie. Vous savez que la fonction publique emploie des lettres pour désigner les gens. Moi, les gens, ils ont des noms et un prénom, ils n'ont pas des lettres. Enfin bon. Et ils ont des compétences et des talents. Voilà, donc comment ça se passe et pourquoi un organisme privé dans ce cas? Eh bien, nous avons, Monsieur Ducos, c'est un organisme privé chargé d'une mission de service public qui s'appelle la Caisse des Français à l'étranger et dont j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait le soutenir absolument. Donc, je suis pour cette solidarité et cette présence française. La France est l'un des très rares pays au monde à proposer ça. Et il faut s'en féliciter. Oui, ça coûte cher à l'État français, mais il faut s'en réjouir de pouvoir le faire, de pouvoir encore le faire et de pouvoir le soutenir. La solidarité, moi, c'est un mot que j'aimerais mettre encore en bannière dans notre devise. C'est sans doute le mot qui manque et c'est très important. Cette solidarité signifie aussi que certains payent pour d'autres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et oui, c'est très important cette solidarité dans l'ensemble du fonctionnement de notre société française. Voilà, j'arrive, j'ai même dépassé un petit peu mon temps, j'arrive au bout de cette permanence virtuelle. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses. Prochaine étape, alors la prochaine fois que je vous rencontre, c'est premier samedi du mois d'octobre
Là, je vous parlerai très largement du rapport, mais le rapport, je vous en parlerai aussi dans d'autres éléments. Je vous enverrai des mailings, je ferai des posts sur Facebook, je le ferai par thème, parce que mon rapport, il fait 300 pages. J'ai essayé de le faire aussi didactique que possible. Enfin, c'est 300 pages, c'est un peu indigeste quand même à lire. Donc, je ferai des petits extraits pour que ce soit plus facilement digestible. D'ici là, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous m'écrivez. Je vous rappelle toujours que lorsque je ne vous réponds pas dans les 48 heures, je vous demande de me renvoyer un email parce que c'est le risque que mon email ait été perdu dans la masse. Donc vous me renvoyez votre email. Pour ceux qui auraient souhaité m'écrire au courant du mois d'août, nous avons fait le choix et je voulais que mon équipe, j'ai une équipe formidable et dévouée, j'ai écrit un papier sur eux et je les remercie encore, mais je leur ai demandé de se mettre en vacances. Donc ils n'ont pas répondu aux emails cet été. Donc maintenant, vous pouvez recommencer, je suis disponible et Monsieur Weisgerber qui était là tout à l'heure pourra en témoigner. J'ai répondu à un certain nombre de messages déjà et avec grand plaisir. Donc écrivez-moi, je vous répondrai. Si je peux être utile, je le ferai avec plaisir. Si je suis inefficace, je vous le dirai aussi. Et au plaisir de vous retrouver dans un mois. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Une très bonne rentrée pour ceux qui rentrent. Je pense notamment à tous nos enseignants qui ont fait leur pré-rentrée. Je vous souhaite une très très belle année scolaire. À tous nos élèves aussi à l'étranger, une très belle année scolaire. Dans de très beaux lycées, je sais. Certains qui ont plus de besoins que d'autres, j'en suis consciente et croyez-moi, je vous défends. Et je vous donne rendez-vous à tous au premier samedi d'octobre. Bon week-end, au revoir.